sommes sur R7 et l'émission, c'est Le Grand Procès. Aujourd'hui, moi, c'est Dominique Kunku. Dans ce grand procès, je voudrais faire le procès de Toumi. Et je fais ce procès sur trois motifs. Le premier motif, c'est que, on le sait ou on ne le sait pas, il y a longtemps que j'avais déclaré ma candidature pour 2016 à la présidentielle. Donc, à ce titre-là, je suis compétiteur par rapport aux autres, et les autres sont des compétiteurs par rapport à moi. Et je crois qu'il faut que ce problème soit réglé tout de suite. Le deuxième motif, c'est que Toumi a détruit mon village, le village de Soumona, qui a été bombardé, qui a eu beaucoup de choses, mais vraiment très négatives, et qui jusqu'à présent produisent des effets néfastes, très néfastes, à la fois pour les femmes qui ont été violées, et également pour l'écologie générale des familles et aussi de ce village Soumona. Jusqu'à présent, il y a toujours des miliciens, des combattants, je ne sais pas comment ils les appellent, dans les forêts. C'est un lieu très malsain. Et ce village qui a connu le bombardement à un niveau si grave que c'était vraiment la secousse énorme, c'est le choc énorme, et qui jusqu'à présent n'a pas trouvé réparation. J'ai le souvenir que quand je suis allé là-bas, au Congo, je n'ai même pas pu aller voir la tombe de ma mère, parce que ma mère, Cécile Mungele, a été enterrée à Soumona. Et pour les gens, il était, selon pour les gens, c'est-à-dire à la fois ceux qui m'aiment, aussi ceux qui me haïssent, au Congo, il en existe, il fallait pas prendre le risque d'y aller, heureusement, puisque les enquêtes que j'ai fait mener m'ont montré que c'était devenu un lieu dangereux. Un lieu qui était pacifique avant, et je sais que dans d'autres villages du Congo, dans d'autres parties du Congo, là-bas ou ailleurs, comme on dit chez les Lari, Bidjilou, Nzolanzo, c'est que si on fait un vrai recensement, il y a vraiment des pleurs partout. Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998. Dernier kilomètre avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement, Fortuné et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Congo? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond de forêt, souffrent. Ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. J'étais partout, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu un ami qui s'appelle Massamba,
qui est parmi les grands diplomates du Congo, qui est décédé, et qui m'a confié que les gens continuent à vivre en forêt. En forêt. Et le troisième niveau, c'est que tout le monde ne se rend pas compte qu'il est le jouet de Sassou, non seulement pour l'exécution de Mouebara, que j'avais dénoncé dans mon livre Le génocide des Dari, mais également, il est maintenant le jouet de Sassou au niveau national. Et du coup, il est comptable de tout le malheur, tout le désordre qui a été semé au Congo. Il est comptable non seulement financièrement, mais également il est comptable du point de vue comment je fais ça, de cette sauvagerie qu'est devenue l'espace et la vie sociale et politique du Congo. Donc voilà ces trois raisons pour lesquelles, évidemment, pour moi, Toumi n'est pas seulement un adversaire, mais il est vraiment un ennemi. Un ennemi, et je sais qu'à un moment donné, quand j'en parlais, il y a eu beaucoup de frondes, je sais que là aussi il y en aura, mais vous savez, il y a un âge où tout cela n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment la vérité. Et la vérité, dans le cas du Congo, il faut vraiment être fou, mais vraiment fou au sens clinique, pour dire que tout va bien au Congo. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas s'apercevoir qu'au bout de 40 ans, le Congo a reculé. Il faut vraiment arriver à une sorte de cécité, une sorte de c'est pas ça existe, de muetterie, en fait, pour ne pas entendre les cris des Congolais, particulièrement ceux qui sont au Congo. Et pas seulement ceux du pôle dont je suis originaire, je suis Lari, et je l'ai toujours assumé, et ce qui fait que quand mon peuple est vraiment en souffrance, je ne peux pas me cacher derrière une sorte de bonne conscience en disant je suis d'abord national. Non. Quand un frère souffre, je souffre avec le frère. Quand une mère souffre, je souffre avec la mère. Et actuellement, le Congo va vraiment mal. Et il faut, c'est quand le Congo, c'est notre pays. Et quand on dit la mère patrie, ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une maman qui est en souffrance. Quand je regarde derrière moi, j'ai actuellement 72 ans. Comme on dit chez nous, le chemin qui me reste à faire est plus court que celui que j'ai déjà parcouru. À cet âge-là, on ne joue plus, il n'y a plus de jeu. Et les enjeux, on les voit très bien. Et les enjeux, c'est le fait que nous avons un pays qui a été vraiment abîmé, totalement abîmé. Et abîmé par Sassou, abîmé par son fils Kiki, toutes ces personnes-là, la fille de Pamelo, c'est Claudia, je crois qu'elle s'appelle, tout ce monde-là. Maintenant, il y a le petit-fils. On ne peut pas tolérer que le pays, un riche pays comme le Congo, devienne une sorte de monarchie avec les alliances du Rwanda que j'ai eu à dénoncer en disant que même là, on veut faire croire à tout le monde que ces alliances, en l'occurrence la vente des terres a été abolie. Tout cela, on connaît un peu cette manière de faire la politique. Un peu, c'est cette politique que nous défendaient les parents. À ce moment-là, on disait les politiques et lignes à bout, c'est-à-dire que sous-entendu, tu mens beaucoup. Mais le problème, le mensonge au niveau d'un État,
n'est pas la même chose que les petites affabulations d'un enfant, même d'un adulte. Là, c'est vraiment l'enjeu. Nous avons le Congo qui est un pays mondialement reconnu comme étant pays des drogués, comme étant un pays qui donne des passeports à des gens qui vont pour tuer les autres peuples. C'est vraiment... on ne peut pas être fier de ce Congo. Je comprends des personnes qui disent qu'il faut s'abstenir pour aller par rapport à ces élections. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut se réunir pour que tout soit réglé avant les élections. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et c'est là le combat. Il ne faut pas, comment on dit ça, pratiquer la politique de la chaise vide. Il faut au contraire mettre les moyens. Et les moyens existent, y compris même les moyens de belligérance existent pour que ce problème soit résolu avant que les élections soient, je sais bien que les élections, j'avais déjà participé à une élection, on m'avait relié, tout ça, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que le pays est malade. Et parmi les personnes qui ont rendu ce pays malade, il y a Ntoumi. Beaucoup disent Ntoumi, moi je ne peux pas dire des choses comme ça. Les gens ont présenté Ntoumi comme étant un sauveur. Sauveur de quoi et de qui? Que c'est lui qui peut battre Sassou, ça c'est la plaisanterie. Ça c'est la plaisanterie. Ntoumi, il faudrait arriver à comprendre certainement le fonctionnement de Ntoumi. Ntoumi, c'est un petit délinquant qui a été, disons, recruté pour jouer un rôle. Ce rôle, c'est pour ceux qui ont étudié en droit international, on étudie cela, qui ont étudié l'histoire des guérillas, ainsi de suite. Dans la guérilla, il y a toujours un personnage qui est le personnage à combattre. Mais curieusement, ce personnage n'est jamais, comment on appelle cela, ce personnage n'est jamais tué. Alors qu'on met tous les moyens pour le tuer et il n'est jamais tué. Mais en réalité, il a un rôle. C'est-à-dire que c'est lui qui active la rhétorique, c'est lui qui active la logorée, la raison, les raisons pour lesquelles on fait la guerre. Nous faisons la guerre pour combattre Ntoumi. Et ce Ntoumi, toute une armée n'arrive pas à l'attraper. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est des choses qui ont été pratiquées un peu partout. Ceux qui connaissent ce type de guerre, des guerres un peu dans ce type, savent qu'on ne doit pas tuer l'homme qui permet de justifier la guerre. C'est-à-dire qu'en réalité, quel était le rôle de Ntoumi? Le rôle de Ntoumi est un rôle qui est tout simplement celui qui consiste à montrer où sont les villages qu'il faut détruire, qu'il faut brûler, qu'il faut ruiner. C'est un indicateur, et on le voyait bien, parce que nous sommes dans une période où même une aiguille qui est sur la terre peut être vue à des milliers de distances. À plus forte raison, un Ntoumi, toute cette théorie qu'on a développée autour de Ntoumi, c'est un mensonge énorme. On a fait de Ntoumi celui qui indique où sont les laris, où sont la plupart des villages qui ont été détruits, c'est des villages que lui, il repérait dans la journée. Et il savait communiquer avec les gens de Sassou pour savoir de quel côté il serait et comment il serait. Et je crois qu'il y a même une scène qui avait été montée, qui avait été dévoilée, où Ntoumi était vraiment attrapé avec quelques agents. On demandait qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est Sassou qui a dit il faut les libérer surtout.
Donc, la démarche, elle est une démarche de stratégie, mais de stratégie qui consiste à vouloir tuer un peuple et non chercher à tuer un rebelle. Toumi n'a jamais été un rebelle. Peut-être que le rebelle, quand il a guérissé les fous, il paraît qu'il priait pour les fous, mais c'est jamais un rebelle sérieux, c'est un agent de Sassou. Et d'ailleurs, à la faveur de ce fameux procès qui s'est passé, là où Nyangabwala s'inquiétait de l'avenir des Mbushi, et je crois que là, on a appris qu'il y avait des lieux précis où on allait déposer les aliments, où on déposait les armes, ainsi de suite. Et Toumi, selon les enquêtes que j'ai pu mener, jouer celui qui était inspiré par l'esprit pour dire aux gens, on va aller là-bas, et là, quand on va déterrer, on trouve les aliments à manger, on trouve tout cela. Dites-moi, accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangabwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Mbizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Tout ça, ça ne construit pas un pays. C'est vraiment, c'est la guérilla des fous, il est devenu fou lui-même. Et donc tout ce qu'il développe, maintenant il est devenu, je crois, millionnaire en CFA. Il a vendu de l'or, le Kinamba, des diamants, maintenant il a vendu des planches, toutes ces choses-là. Il croit qu'on n'est pas au courant, on est au courant. Tous ces camions qui circulent en son nom, qui font son commerce, nous sommes au courant de cela. Nous avons un dossier autour de cela. Et donc, ceux qui n'ont pas compris le jeu de Sassou et par rapport à Toumi et cette sorte d'allégeance de Toumi à Sassou, ils n'ont rien compris. Évidemment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent continuer, mais l'histoire va les rattraper. L'histoire va les rattraper, et c'est là peut-être que Toumi est comptable de tous les crimes qui ont été commis dans toute cette partie, la région de Boule, et particulièrement dans la région habitée par les Laris. Vous le savez, nous sommes ici pour protéger notre pouvoir. Nous.
Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. C'est la souffrance ici, telle que vous me voyez là. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai 70 ans. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous vivons dans la forêt. Certains d'entre nous sont malades. Nous vivons comme des poulets, comme des chiens, une vie de misère. Depuis que cette expédition militaire punitive a commencé, je n'ai plus de village. Toute ma famille est morte. À Monoko où nous étions, 5 personnes sont mortes. De l'autre côté, ils ont incendié environ 37 personnes dans une maison. 37 personnes ont été tuées dans ce village depuis le début de cette opération militaire punitive. Sans compter ceux qui sont morts de maladie. Le village était grand, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne sais quoi faire. Je ne peux pas vivre seul dans le village. Heureusement, un garçon est venu me consoler et m'encourager, me disant que nous viendrons vivre avec toi dans ton village. Vous serez les bienvenus, leur ai-je dit. Je ne vois pas comment vivre seul dans un village. Sinon, j'irai vivre chez les autres. Ce n'est pas bon d'être seul. Tous mes parents qui étaient avec moi dans mon village ont péri. Ils ont été tués. Je suis très malheureux. Nous vivons maintenant dans la forêt. Et donc, Ntoumi, et je peux dire qu'il est complice par l'association de tout cela. Les villages constitués, surtout à Kinyamba, je sais que c'est beaucoup de troupeaux, de bœufs. C'était la partie riche du Congo. Il y a même des bœufs qui ont quitté là-bas, qui sont maintenant à Oyo. Et donc, là-bas, il y a eu des massacres énormes. Des massacres énormes. Et je crois que ces massacres, y compris même des gens qui ont tué sur qui on a braqué des armes, lui-même Ntoumi a tué, puisque les éléments que nous avons qui vont arriver, s'il plaît à Dieu, sur la table de la CPI, il y a longtemps que nous travaillons dessus, sont des éléments qui sont réellement probants. Parce que souvent les gens, ils pensent que ils peuvent faire des choses comme ils veulent, mais et que le monde n'est pas au courant, mais ils se trompent. Parce que je crois que pourquoi et comment je suis arrivé à écrire le livre Je me suis de la vie, mais parce que il y avait des images étonnantes, des bombardements, alors que ça fonctionnait à huis clos. Donc, il y a eu des images qui ont été tirées à partir des satellites. Et ces images ont atterri beaucoup sur mon bureau. C'est ce qui m'a permis de comprendre l'horreur dans laquelle, en fait, les Dari vivaient. Elle vivait. Mais maintenant, il faudrait savoir que ce que les Dari ont vécu, que tout le monde au Congo a ignoré, ou même il y en a qui disaient, ils ont cherché ça, et je crois que c'est arrivé à un niveau national, à un niveau macroscopique qui est impensable. Le Congo est vraiment dans la pauvreté. Et surtout toute cette partie nord. La dernière fois, j'avais soulevé le plaidoyer magnifique d'une jeune femme de Oyo qui disait, écoutez, les gens pensent que parce qu'on est de Oyo, on est de ceci ou de cela, que nous sommes au bénéfice des avantages que Sassou distribue. Cela n'est pas vrai. Et de plus en plus, la partie du Nord, on a muselé, parce qu'on leur a fait comprendre que les dangereux, ceux qui sont dangereux pour le Congo, ce sont les Bakongo, ce sont les Lions du Sud, ainsi de suite. Et maintenant, le fait est arrivé à leur porte et beaucoup ont compris que ce n'était qu'un discours.
beaucoup même, à beaucoup, on a même dit que, surtout, qu'il y avait un adage, hein, Boumam au Congo, Tikanyoka, tout ça c'est connu. Et que, surtout si un jour il est arrivé que quelqu'un du Sud prenait le pouvoir ou était au pouvoir, le Congo, eux, ils seraient en danger, que les gens du Nord seraient en danger, qu'en réalité, tout cela, c'est la foutaise. Ça n'a aucune réalité. Et cet enfantillage, moi, m'énerve beaucoup. On a Sassou, les Toumi et tout ce monde ont infantilisé le Congo. Ont infantilisé, ils prennent les Congolais pour des idiots, particulièrement ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont dans le Nord, on leur a menti, mais vraiment menti. C'est comme s'ils étaient là pour protéger le pouvoir. Mais quel pouvoir ils ont protégé? C'est un pouvoir qui protège au service de Sassou, des Béninois qui sont là maintenant nombreux, qui ont des positions de pouvoir énormes, des enfants de Sassou, et tout ce monde-là, tout ce monde mange, gagne, en réalité, le Congolais, qu'il soit du Nord, qu'il soit du Sud, est pauvre. Le village de Mayama est totalement négligé par le gouvernement congolais. Il n'y a aucune infrastructure socio-éducative. Pas d'infirmiers à l'hôpital, pas de pharmacie. Il n'y a quasiment pas d'enseignants à l'école. C'est très difficile. Cela me fait de la peine. Mon cas par exemple, je suis enseignante, obligée de dispenser les cours de la 6e en 3e. Ici, un seul professeur peut dispenser 2 ou 3 matières de la 6e en 3e. Vous imaginez combien c'est pénible? Certaines populations qui avaient fui la guerre voudraient rentrer, mais elles ont peur. L'atmosphère à Mayama fait peur. De Brazzaville, si je n'étais pas assez courageuse, je ne serais pas revenue ici à Mayama. Il y a 2 camps ici à Mayama, un camp militaire et un autre des ex-combattants. Nous vivons dans cette atmosphère où les soldats se baladent avec les armes comme s'il y avait encore la guerre. Psychologiquement, cela nous rend très mal à l'aise. C'est ce que retient d'ailleurs certaines personnes qui veulent rentrer ici à Mayama. Pourtant la guerre était finie, mais les soldats continuent à se pavaner avec les armes de guerre. Cela voudrait dire qu'il y a un autre problème. Dans Mayama seulement, pas dans d'autres. Donc ça aussi. De la 6e en 3e, vous dispensez des cours dans ces classes. Dans ces classes. Alors, comment vous partagez, comment vous faites? C'est très difficile. On ne peut pas avoir un emploi du temps sur ça. Nous avons un emploi. Ça, c'est pas un emploi du temps. C'est une torture pour nous. Parce que quand tu commences de la 6e, chaque jour, je dois prendre 3 niveaux. Chaque jour, j'ai 3 niveaux. Parce que j'ai 3 matières à disposer. Donc, il faut que je prenne 3 niveaux. Ou encore 4 niveaux aussi. Et le samedi, il faut faire revenir ceux qui préparent le BPC. Le vendredi, on s'arrête, c'est-à-dire dès 10h, il faut lâcher les enfants, parce que ces enfants-là repartent au village. Donc, c'est pas facile. Prenons un jour de lundi. Comment vous travaillez? Le lundi, vous vous réveillez, vous arrivez à l'école. Le lundi, tel que moi. Oui. Quand j'arrive le lundi, j'ai 6 heures. 6 heures, donc j'ai 3 niveaux. Je passe les 2 premières heures, je passe en 6e, maths. 2e, 4e heure, je suis en 5e. Et je termine en 3e, mathématiques. Donc chaque lundi, j'ai mathématiques dans 3 niveaux. Ainsi de suite, il y a des planches comme ça là aussi. Et pendant que vous êtes en train de dispenser les cours en 6e, ceux de la 5e, oui, nous avons des professeurs. Nous avons, bon, pas des professeurs, nous avons des prestataires. Nous sommes au nombre de 4. Actuellement, on a reçu encore un jeune et il s'est ajouté, donc nous sommes 4. Donc, comme moi je suis en 5e, l'autre passe en... Moi je suis en 6e, l'autre passe en 5e.
Le moment où lui il sort, moi je remplace en cinquième. C'est comme ça. C'est pénible quand même. C'est très pénible, c'est très pénible. C'est comme je viens de dire, pour nous c'est comme une prison, une punition. Surtout sur le recrutement, l'État congolais néglige vraiment les villages. C'est ceux de la ville, ceux qui sont dans les maisons qui ne font rien qu'on récupère. Ceux qui sont sur les terrains, on ne les regarde pas. C'est comme si nous sommes maltraités. Bon, comme nous sommes des prestataires, c'est comme si nous manquons beaucoup de choses. Mais moi, je pense que le travail que nous faisions, c'est pour aider. On est en train de contribuer aussi à l'évolution aussi. Parce que le village n'a plus de professeurs. Donc il fallait revenir et former ces jeunes. On ne peut pas laisser l'école mourir. Nous sommes là, tel que moi je suis là depuis pratiquement 5 ans. Je suis à Maniama. Il fallait faire le champ aussi. Il faut faire le champ pour avoir quelque chose sinon. Les parents n'arrivent même pas à payer. Les parents n'arrivent pas parce que les parents ne travaillent plus. Comme vient de dire mon frère, il n'y a pas de, ils n'arrivent plus à travailler comme il faut. Mais pire que pauvres, les Congolais vivent dans la misère. Et avec cela, ils ont fait, je crois qu'ils ont acheté beaucoup d'armes. Et en fait, tout va dans la menace. Rien n'est pacifique. Et ils sont arrivés à séparer le nord du sud. Les gens, Toumi, recevaient des ordres et même Okemba. Et c'est Okemba qui était aussi aux manettes. Quand il a dit qu'on a tué dans le nord et dans le sud, pardon, et dans le pôle, et le ciel n'est pas tombé sur la tête. Oui, voilà une parole d'un dirigeant, et c'est lui qui est chargé de la sécurité du Congo. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une sorte d'office qui s'occupe de toute la sécurité du Congo. Et cette sécurité du Congo a permis à ce que, pour Okemba, pour Sassou, pour Toumi, on puisse tuer les gens du pôle. Et quand ils tuent comme ça, personne ne leur demande des comptes parce que on a présenté les gens du pôle comme étant des ennemis. Mais en réalité, c'est pas eux les ennemis. Les ennemis, c'est Sassou, Toumi, Okemba et toutes ces personnes qui ont du sang des Congolais dans les mains. Et donc, le temps actuel est un temps qui est important de réflexion, de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle va donner un élan à ce qu'on appelle le Congo. Peut-être le Congo avec un K, mais en tout cas le Congo. Et que cette force-là, cette puissance qui a été brisée, ruinée, va permettre de leur donner la fierté des Congolais. Mais au-delà de la fierté, c'est accueillir la puissance divine qui est dans ce pays, parce que si pendant 40 ans, on n'est pas arrivé à détruire totalement ce pays, et c'est parce qu'il y a une force qui est autre, une force qui est toute autre, qui est sans doute spirituelle, qui donne à ce Congo d'exister, mais aussi une capacité. J'ai montré dans les livres sur le fondement des enquêtes, les livres L'or et le sang du génocide, j'ai démontré que une des fonctions de la guerre, la fameuse guerre, c'était que quand on tuait, quand on chassait les alliés de la terre, derrière, on était en train de filmer une carte minéralogique, géologique, qui permet d'établir les richesses du Congo. Cette carte, elle existe maintenant. Elle existe, elle est même en négociation. C'était une compagnie espagnole qui faisait en collaboration avec la fille de Pamelo. Donc, il y a une sorte de destruction massive du Congo. Une vraie destruction résolument préparée, mais cette destruction, elle avait comme agent moteur, agent justificateur,
Ntoumi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand ils ont fait semblant de venir pour attaquer Brazzaville, qu'est-ce qui les empêchait d'attaquer Brazzaville? Sauf si, et c'est ce qui est la vérité, c'était une mascarade montée pour pouvoir montrer que Ntoumi est fort. Il est fort jusqu'à devenir incorrompu. Ntoumi, pour la nation, est incorrompu. Et voilà. Le deuxième point, c'est le fait que je suis de Soumouna. Soumouna, et je ne m'en cache pas, c'est le village de ma grand-mère. Dans ce village, même 40 ans après, je peux arriver et vous dire, là, habite ou habiter la famille de telle personne. Chaque quartier, je les connais. Mais les dernières images que j'ai reçues, les gens qui avaient construit même dans le dur par rapport au pays habitent maintenant dans les tentes. Les tentes qui avaient été données, je ne sais pas, à l'ACR ou des ONG. Il avait même été dit que s'il y avait une autre guerre, et donc il faut faire attention à cela, que ces tentes permettaient même en haut de pouvoir repérer où sont les gens et il faut tuer les gens. Soumouna, qui était un village harmonieux, où les gens se connaissaient, les familles se connaissaient, est devenu un village mort. Depuis que Ntoumi est allé habiter là-bas. La tombe a été cassée. La porte de cette tombe a été cassée pour fouiller les caisses qui étaient là-dedans. Il y avait des caisses là-dedans. Les gens croyaient qu'il y avait de l'argent. Il y avait quoi dans les caisses? C'était des raffias, des objets d'art. Des objets d'art. Et ça a été emporté? Non, ils ont fini par abandonner. Ils avaient fini par abandonner puisqu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est le grand frère de notre père. Il est mort pendant la guerre. De suite d'une blessure, il est mort pendant la guerre à Kaungabudjumu. Et il nous a fallu l'exhumer là-bas pour le ramener ici. Et ce village a été détruit pendant la guerre? Ce village a été détruit pendant la guerre. Les quatre maisons qui étaient ici ont été brûlées pendant la guerre. La première était là. La deuxième était là. La troisième derrière cette tombe-là. Derrière cette tombe-là, il y avait la plus grande maison là. Et puis, là à côté, là aussi, il y avait une maison. Et qui a détruit? Les ex-combattants, les militaires. Ils ont brûlé. Il les brûlait parce que ça peut être des refuges des ex-combattants. Et comme eux, ils avaient un bouchon en bas là, un bouchon en bas, donc ils pouvaient d'abord venir se cacher ici pour aller et ensuite descendre pour les attaquer. Donc voilà la véritable raison pour laquelle ils avaient tout brûlé. Même les maisons qui en bas là aussi, c'était habité. Il y avait, je crois, 6 maisons en bas là. Non. Justement, les gens ont dit que Ntoumi était de Soumouna. Ntoumi n'a jamais été de Soumouna. Moi, j'ai grandi là-bas.
il n'y a aucune racine de Ntumi. Donc, Ntumi n'est pas de Soumona. C'est un point qui peut être très clair. En fait, on avait choisi, Sassou avait choisi d'installer le campement de Ntumi là-bas, parce qu'il y avait un colonel qui avait dit à Sassou que les gens de Soumona étaient vraiment résolument contre lui, et parce que c'est la période où, sous Wabi, on avait lancé des gens, il y avait une expulsion des gens qui avaient quitté le Nord, c'était les premières tentatives, c'était les erreurs de Wabi, qu'on avait lâché dans la forêt, et qui tuaient des gens, parfois même violé des femmes, ainsi de suite, qui étaient dans les champs. Et donc, les gens de Soumona étaient les premiers à s'organiser. Et ils se sont organisés jusqu'à faire des barrages sur la route goudronnée de Brazzaville à Kinkala. Donc, et ils faisaient leur propre garde. Ils arrêtaient les camions, fouillaient les gens, jusqu'à ce que ce phénomène soit arrêté. Mais quand il s'est arrêté, on est venu à la période où Mwabi a été tué par Sassou. Et donc, ce colonel avait signalé que les gens de Soumona étaient des gens vraiment, pas le tort, mais des gens qui sont capables de mobiliser toute une résistance. Et donc, pour casser cette résistance, c'est pour ça qu'on a choisi que Ntumi vienne installer son campement à Soumona. Mais c'est une erreur qui consiste à penser que Ntumi serait de Soumona. Ntumi n'a jamais été de Soumona. Ntumi n'a aucun parent à Soumona. Ntumi n'a aucune descendance à Soumona. Mais sauf que Ntumi est arrivé, et ce qu'il a fait à Soumona, c'est vraiment de créer un désastre. Un désastre humain, puisque actuellement, je vous ai dit, il y a encore des miliciens à l'intérieur des forêts de Soumona. C'est paru aussi que les premières bombes sont tombées, en accord avec les Ukrainiens, sont tombées sur Soumona. J'ai ma sœur, qui on est devenu pratiquement parfois, mais elle a perdu des esprits, parce que de nuit, on est arrivé, on a cassé les portes, il fallait fuir, mais vraiment fuir partout, même nue. Elle est allée jusqu'à un lieu qui est très important pour moi, à Minyangi, et puis jusque village qu'on appelait Lolé, pour avoir un peu de paix. Donc, de nuit, nuitamment, les gens sont venus, ils ont détruit, cassé, et jusqu'à présent, je crois qu'ils se sont envoyés des gens là-bas, ils ont donné aux gens 1000 francs, 1000 francs pour les consoler. C'est l'horreur et c'est le mépris le plus grand. En tout cas, ce moment a été dépaysé, dépersonnalisé, appauvri. Là où il y avait la vie, l'harmonie, il n'y a plus la vie. Et tout cela, on le doit à Ntumi. Et je crois que cet inventaire-là, on peut le faire sur beaucoup de villages. Vers Kinamba, où les gens sont toujours en forêt, où les gens vivent, ça fait 10 ans qu'ils sont en forêt, où les femmes sont encore violées, où il y a des femmes qui ont eu des enfants, et même des enfants, il y avait un reportage sur les filles, où les enfants, ces femmes rejetaient un peu ces progénitures qui sont arrivées dans leur vie du fait de la violence. Et évidemment, ça c'est des lieux connus, mais il y a aussi Moutampa, qui a été aussi
d'éviter tout ce qu'on appelait les ninjas et tout ce monde-là. C'est vraiment la politique de destruction et de ruine. Alors, comment quelqu'un qui participe à cette politique-là peut devenir le chef de l'État du Congo? Oui, effectivement, j'aimerais parler de M. Ntomi. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai visité certains de ces sites par hasard. Par exemple, le tribunal. Oui, M. Ntomi a un tribunal. Le tribunal de Ntomi se situe à Mundu. Mundu, c'est dans le Pour. C'est quand vous passez Mundu, le premier village, le deuxième village, vous traversez un pont, une rivière, et vous tombez dans la Bwenza. Donc, Mundu se situe juste avant la Bwenza. C'est là où se trouve le tribunal de Ntomi. Bon, dans le tribunal de Ntomi, il y a des plaignants, il y a des défendants, et c'est lui qui donne le verdict. Et il a des méthodes de coercition. Comment appliquer le verdict qu'il a rendu? Les plaignants, c'est qui? Les plaignants, c'est des chauffeurs routiers. Comme actuellement au Congo, le chemin de fer ne marche plus. Et il y a des gens, des étrangers, qui ont des compagnies de transport. Par exemple, transporter le pétrole de Pont-Noir à Brazzaville. Les gens, ils sont mal payés. Donc, ils sont les plaignants. Quand ils ne sont pas payés, ils vont chez Ntomi, ils portent plainte. Et les gens de Ntomi arrêtent les véhicules appartenant à ces compagnies. Et on leur envoie la convocation. Les plaignants et les défendants se rendent. Jusqu'au moment où la compagnie de M. Ntomi, le tribunal de M. Ntomi va rendre le verdict. Par exemple, si la compagnie doit 5, 7 millions au salarié qui n'a pas payé, Ntomi prend 10% de la somme qui sera payée à ce salarié. 10%, il prend 10%. D'après ce que nous avons entendu, que c'est sous décret du chef de l'État qu'il y a un décret que ça soit destiné. Qui autorise ça? Parce qu'ils sont au courant. Ils sont au courant que Ntomi a un tribunal à Mundu qui saisisse, le tribunal de Ntomi saisit les véhicules. Et quand on a rendu le verdict, le boss reconnaît qu'il doit. S'il ne paye pas rapidement, il a une amende de 100 000 francs CFA par jour, dont les camions sont saisis. Et ça se trouve dans les domaines de Ntomi. Or, effectivement, si ici il le fait, et que les gens sont au courant, c'est purement par hasard. J'ai conduit de Brazzaville, je montais vers Pointe-Noire. À côté, j'avais un petit cousin qui me servait de protecteur, puisqu'il est de la police. On arrive à Fintéry, comme on n'était que deux dans la voiture. Il me dit, écoute, grand, on peut prendre des passagers. Oh, comment? On arrive à Fintéry, il y avait 3 jeunes qui le connaissaient. Oh, mais vous êtes où? Non, on part à Mundu, au tribunal. Et vous payez combien? Ils ont payé, c'était plus comme passager payant. Ils ont payé dans la voiture, on a eu une conversation, je lui ai posé des questions. Le tribunal, ils m'ont expliqué que nous partons au tribunal de Ntomi, on a un problème. Notre boss, on est des chauffeurs routiers, il nous doit 7 millions. Donc, les véhicules de la compagnie ont été saisis, le judge aura lieu demain. Et nous sommes allés, je les ai accompagnés, j'ai vu moi-même de mes yeux, en allant vers Pointe-Noire. Le tribunal se situe à gauche, dans le village de Mundu. C'est comme ça que je me suis trouvé là. Oui, Ntomi, il est un homme d'affaires prospère. Il a des péages. Dans le pôle, il y a des péages qui appartiennent à Ntomi. Et le péage que je suis passé, où je suis passé, c'est entre Minoli et le péage de Manzakana. Il y a un péage là qui appartient à Ntomi. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur la route nationale. Si vous ne voulez pas payer, par exemple, le prix officiel de 30 000 ou 40 000 par poids lourd, vous juste défilez derrière le péage officiel. Là-bas, vous payez 10 000, vous payez moins. Et vous ressortez sur la nationale. Non seulement il a un péage, il a aussi une compagnie de transport. Il a des coachs, c'est ce qu'on appelle des coachs, les bus des passagers.
Le nom de la compagnie, c'est l'Étoile de PTDM. Et Ntoumi, il est en même temps exploitant forestier. Ils vendent du bois. Il y a des forêts qui sont là où ils coupent le bois, ils vendent. Et bon, les preuves de la compagnie BTDM, Étoile de BTDM, oui, j'ai vu la compagnie. Vous voulez vous poser des questions des gens qui font cette route-là. Ils vont vous dire oui, la compagnie, vous allez voir, la compagnie, l'Étoile de BTDM appartient à Ntoumi. Donc, les bus se passent, tu es là, vous êtes là sur, ça c'est la voiture, ça c'est le code de Ntoumi. Les gens parlent, hein, cette compagnie-là c'est pour Ntoumi. Ntoumi, il y a beaucoup de maisons dans le pôle. Yeah. Il y a beaucoup de, c'est même pas des maisons, c'est des domaines. À Moulou, par exemple, de gauche à droite du tribunal, tout ce territoire appartient à Ntoumi. Comment vous allez les reconnaître? Il a mis des drapeaux. Partout, vous voyez les drapeaux de Ntoumi, et de M. Ntoumi, ça appartient à Ntoumi. On allant vers Brazzaville, par exemple, je m'étais arrêté dans un petit village acheter des poissons séchés. Je vais poser des questions aux jeunes sœurs qui vendaient. Mais où habite Ntoumi? Facilement tout droit. Dès que tu vois les drapeaux, à partir de là où tu vois les drapeaux, tout le long où il y a des drapeaux, c'est pour Ntoumi. C'est des domaines, ce n'est pas des maisons, des domaines qu'il a dans le pôle. Le village se trouve entre, à Mondou, il y a un domaine, il y a des maisons. Là où il y a beaucoup de drapeaux, c'est avant le péage de Manzakana. Il y a un péage qu'on appelle Manzakana. Avant. Tout le territoire là où il y a des drapeaux, c'est pour Ntoumi. Ntoumi a plusieurs propriétés dans la région. Actuellement, Ntoumi, c'est comme le seigneur de Poul, hein? Le vicomte de Poul, ce qu'on appelle l'or, les lords. Les lords. Il a des vastes étendues qui lui appartiennent dans le pôle. Dans le pôle. Bon, ailleurs, je ne sais pas, mais dans le pôle. Je suis passé par là. Quand les habitants m'ont dit que là où vous voyez des drapeaux, le nom de la nationale, le drapeau de Ntoumi, ça appartient à Ntoumi. Tout le domaine là, c'est pour lui. À Moulou, il y en a. À Moulou, c'est à gauche et à droite. Là où il y a son tribunal. Le tribunal, si vous allez vers Pointe-Noire, on en vers Pointe-Noire. Le tribunal se trouve à gauche. À droite, il y a aussi tout un domaine où il y a des drapeaux. Le drapeau violet de Ntoumi, qu'on a implanté dans toutes ces étendues, que ça appartient à Ntoumi. Et on allant vers Brazzaville, et après Mindoli, en descendant, avant le péage de Manzakala, ou Manzakala, un péage comme ça. Il y a aussi des drapeaux. Comment est-ce que vous pouvez accepter que un fou comme ça, j'ai dit un fou, qui se laisse manipuler par un autre fou, et comme il a dit, un aveugle peut conduire l'autre aveugle. Mais vraiment, il faut que vous ayez la haine du Congo pour que vous puissiez accepter une telle chose. Et vous savez que jusqu'à présent, les ninjas font toujours des barrages. Ils rançonnent encore les gens. Et je crois qu'il y a eu le petit frère de Ntoumi qui fait la relève. Et on est dans l'horreur. On est dans l'horreur. On ne peut pas laisser ce pays nord. On ne peut pas laisser un pays noble, un pays riche, où tous les filons des richesses là, qui sont à RDC sont dans le Congo. Le Congo n'est pas un pays pauvre, il est tout petit, mais c'est un grand pays. Regardez comment simplement le pétrole a créé des richesses dans le monde entier. Ça participe à beaucoup de capitaux des entreprises qui sont à l'étranger. Mais c'est de l'argent qui devrait revenir au Congo. Quand je vois comme ça, son fils qui se pavane comme étant le fils de Dieu, maintenant il écrit son nom, pas Christelle, mais Christ. Tout cela, c'est de la plaisanterie. Le Congo est une nation trop sérieuse, trop importante, pour qu'elle soit laissée entre les mains des voleurs, des pillards, laissée entre les mains des hommes et des femmes qui n'aiment pas ce pays. Et
crois qu'il mérite que l'on prenne même des risques. Et donc, j'ai dit aux gens, il est temps de pouvoir penser l'après Sassou. Et je pense que, en filamment, quand je dis l'après Sassou, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je suis clair. Que le temps qui nous reste n'est pas du temps pour se plaindre, pour dire, faire des discussions, des débats sur les élections de 2026. Non, c'est le temps avant 2026 ou pendant 2026. Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut construire? Parce qu'on ne peut pas laisser, ça fait plus de 40 ans, ce pays meurt. Où les Congolais sont passés leur temps à discuter du Congo autour de la bière, ou dans des réunions où il n'y a aucune stratégie qui en sort. Maintenant, il faut qu'on devienne des responsables. Nous sommes les responsables du Congo. Ce Congo est notre Congo. On n'en a pas autre chose. Qu'on vive à l'étranger ou qu'on soit dans le Congo, nous avons un héritage ensemble de ce Congo-là. Il n'y a pas autre chose. Ce que j'ai dit de Soumouna se vérifie dans n'importe quel village. Quand tu regardes la capitale du Congo, où le fleuve coule, tu jettes une pierre, elle tombe dans l'eau, et cette capitale manque de l'eau. C'est de la folie. C'est de la folie. Et il faut que cette folie s'arrête. Vous voyez bien que maintenant, même au niveau international, même le président des États-Unis pointe le doigt sur Sassou. Parce que le Congo est devenu un lieu où on nourrit des rebelles qui vont tuer ailleurs. Et je refuse cela. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain au cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Ce n'est pas ça, mon Congo. Et je me bats, je travaille. Faisons beaucoup de choses. Maintenant, nous voulons rendre concret, c'est tout. Et nous avons, j'ai travaillé, j'ai demandé la publication d'un livre qui nous dit aussi beaucoup de choses sur les personnes qui ont été les fameux disparus du beach et ce qui en était resté derrière. C'est un livre, je crois, qui fera beaucoup écho. Et il faut qu'on continue à travailler maintenant de manière concrète. Les moyens sont là. Les moyens existent. Mais ce Congo existe aussi. Ils ont tout fait, ils ont volé. Il n'est pas Youlou qui a tout volé. C'est Sassou qui a tout volé. Il n'y a pas que Sassou qui a tout volé. C'est les Pouloumi qui a tout volé. Parce que regardez ce qu'il est devenu. Rien. Sauf celui qu'on nourrit avec quelques millions. Pour tuer. Si jusqu'à présent, il a tué des Ali, maintenant, on va l'utiliser pour tuer les Congolais. Et il est temps que tout cela s'arrête. J'ai envie de te dire, Toumi,
c'est même un cadeau que je te fais en parlant de toi. Parce que si tu ne peux pas derrière, que ça va peut-être passer, que le reste de ta vie, entre les murs, et plus dans la CPI. Et quand je dis ça, je te salue. Tu as voulu prêter ton concours. J'ai une fidèle à lui. Mais tu veux prêter ton concours à Sassou pour que vous détruisez encore et encore plus le Congo. Il y a des retours de bâton. L'impunité n'est dure qu'un moment. Et si, d'ailleurs, on était conscient, est-ce que vous savez qu'il y avait un mandat d'arrêt sur le... Excusez-moi, un mandat d'arrêt sur le Tomi. Hugo Canal, si vraiment vous étiez sérieux dans votre travail, que ce soit devenu ce mandat d'arrêt. Vous pratiquez la justice à la commande. Quand ça se dit, faites tel mandat, tu le fais. Mais il est maintenant prenable. Pourquoi vous ne le prenez pas? Pourquoi vous n'enfermez pas? Si la justice était sérieuse, le droit était vraiment appliqué au Congo. Je pense que, à ta place au Canada, je me poserai beaucoup de questions sur la pratique de la justice. Mais un jour, toi aussi tu en répondras. J'appelle vraiment à l'éveil de conscience. J'appelle vraiment au réveil des Congolais. Et j'appelle au réveil des Congolais pour qu'ils quittent la fatalité. Ils ne donnent pas le sentiment que pendant que les autres pays s'éveillent, le Congo est toujours ce pays ridicule et ridiculisé. Le Congo n'est ni ridicule, ni ne peut continuer à être ridiculisé. Le Congo peut le devenir. Comme l'avait dit Lissouba, le président Lissouba, une petite Suisse de l'Afrique, et peut-être plus que cela, puisque beaucoup de l'argent du Congo sont en Suisse. Voilà. J'ai commencé à ouvrir cette page politique parce qu'il faut vraiment maintenant qu'on entre un peu en puissance sur les problèmes du Congo. Il y a des solutions. Beaucoup de solutions existent. Des vraies solutions. Il n'y a plus de risques. Il faut que ceux qui sont crus aient des obélisques tombent. Et ils vont tomber. Vive le Congo. Vive les Congolaises. Vive les Congolais. Dieu bénit. Parce que nous sommes dans